Bonjour, bienvenue pour ce second numéro de Génération Pêche, un numéro spécialement consacré à l'ouverture de la pêche en première catégorie. Je me trouve dans un gîte à Berjoux dans l'Orne et on va passer la journée avec David Pierron et ses copains qui tous les ans se retrouvent au bord de la Vert pour fêter cet événement. Au sommaire de ce numéro, nous irons prendre la température dans un magasin de pêche la veille de l'ouverture. Puis on se retrouvera au pied d'un barrage hydroélectrique de plus de 30 mètres de haut pour parler de son démantèlement. Ensuite, Gaël Even nous donnera une leçon de pêche au toc, une des techniques les plus efficaces de pêche à la truite. Qui dit pêche dit carte de pêche et qui dit carte de pêche dit garde. Nous allons suivre Benjamin qui nous dira tout sur cette fonction de garde de pêche. Puis Guy Ritchie nous présentera son leurre coup de cœur pour la pêche à la truite. Enfin, nous finirons par la question du pêcheur et les dates à retenir. Génération Pêche numéro 2, c'est parti! Nous sommes au bord de la Vert et nous allons retrouver David Pierron. Bonjour David. Bonjour Manuel. Ça va? Ça va, ça va. Bon, tu viens de la Meuse toi, non? Je viens pas de Meuse, je viens de Lorraine, mais de Meurthe-et-Moselle, et puis j'habite dans le Bas-Rhin, je travaille dans le Bas-Rhin. Et tu viens faire ton ouverture tous les ans ici. Ah ouais, dans l'Orne. Depuis 99, tu vois, donc ça fait quelques années. En fait, ouais, on vient ici parce que c'est des copains, c'est une histoire de copains, on se retrouve tous les ans ici, et puis c'est vrai que autant on peut avoir quelques belles ouvertures dans l'Est, mais ici on a toujours quelques degrés de plus, le climat océanique qui fait qu'on a souvent des bonnes conditions. Donc il y a pas mal de poissons, toute la région, la Suisse normande, il y a vraiment beaucoup de truites. Il y a toujours un cours d'eau qui est pêchable, même si les niveaux sont hauts ou trop bas au contraire. Donc voilà, c'est à la fois le plaisir et puis l'efficacité aussi. Eh bien merci David pour toutes ces explications, hein. Bonne ouverture de la pêche. Pas de souci. Quant à nous, nous allons nous rendre dans un magasin de pêche à Flers pour mesurer toute l'effervescence liée à cette ouverture de la pêche à la truite. Alors, Normandie Pêche, ça représente environ 290 mètres carrés, où on trouve à peu près tout le matériel de pêche eau douce et mer, assez technique, avec beaucoup de beaux produits et de choses qui donnent envie aux pêcheurs d'aller à la pêche vraiment. Le plus gros jour de l'année, en effet, c'est l'ouverture de la truite, donc c'est la veille. Et là, c'est vraiment la plus grosse fréquentation, parce qu'on est à quelques heures de l'ouverture et que tout le monde a envie de retourner pêcher la truite, quoi. Eh ben, je prépare mon ouverture. Justement, la veille de l'ouverture, on rouvre les boîtes et on regarde ce qui manque. Et on fait le plein. Sur le 16 ? Sur le 16. Ouais. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Passez une bonne journée. À vous aussi. J'ai fait face à l'arrivée des sites internet sans m'en préoccuper du tout. Tout simplement en continuant mon travail comme je le faisais dans le temps, c'est-à-dire en faisant mon travail du mieux possible, en étant là pour donner un maximum de conseils aux gens et leur présenter beaucoup de produits. Et puis après, vous avez toutes les boîtes classiques pour la truite. Alors c'est celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, non, on les fait pour la pêche au cou. Ouais. Alors la plus grande interrogation pour la veille de l'ouverture, en général, c'est savoir l'état des rivières. Savoir si on va pêcher plus au toc, plus au leurre, plus à la mouche noyée, selon le niveau des cours d'eau et la couleur de l'eau. Cette semaine-là, ça va être magnifique puisqu'on a beaucoup d'eau, mais qui s'est éclaircie. Et on a la chance cet après-midi d'avoir en plus un petit coup d'eau qui va juste piquer la rivière pour demain. Donc ça devrait être superbe. Ah, on dirait un barrage. En parlant de barrage, il y a 2 ouvrages hydroélectriques en Normandie et plus précisément dans la Manche qui bloquent la continuité écologique de la Sélune. Il a été décidé de les araser. Jean-Paul Doron va nous en dire plus. Et voilà! Nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel, et plus précisément sur la vallée de la Sélune, où depuis le début du XXe siècle, 2 barrages hydroélectriques entravent la libre circulation des espèces migratrices, comme la lamproie marine, la truite de mer, le saumon, l'anguille, mais également des sédiments. L'arasement de ces 2 barrages d'une telle envergure est une première en Europe. Jean-Paul Doron nous explique les différentes phases du démantèlement. Tout d'abord, la décision a été confirmée donc, dans le cadre du schéma d'aménagement de gestion de l'eau, du bassin, par les acteurs locaux, en 2007. Donc vous voyez, on est en 2015 aujourd'hui. Et donc il y a eu toute une phase d'études préliminaires pour étudier les sédiments, la façon dont on allait déconstruire les ouvrages et procéder effectivement à la reconquête de cette vallée engloutie.
nous sommes en 2015, on devrait attaquer la déconstruction. Il y a eu un petit peu de retard, cela étant, on est toujours sur le coup d'une mise en demeure et pour lequel, effectivement, l'échéance est passée. Et la retenue d'eau aujourd'hui est abaissée progressivement, néanmoins, pour poursuivre ce travaux de dépôt lent des sédiments et éviter que, justement, au moment de l'ouverture finale de l'ouvrage, lors de cette déconstruction, eh bien, il y a effectivement une évacuation trop importante de sédiments vers l'aval. La question que l'on peut se poser est, mais que deviendra la vallée suite à ces arasements ? La décision, effectivement, d'effacer ces ouvrages, au-delà des contraintes réglementaires et des obligations liées à la préservation de la biodiversité dans cette grande baie du Mont-Saint-Michel et de cette vallée de la Sélune, elle emportait aussi, bien évidemment, un accompagnement, je dirais donc, pour renaturer et reconquérir cette vallée, rendre cette vallée à l'homme et aux populations locales dans un vaste projet de développement économique local autour d'un projet de développement durable. Il doit s'appuyer sur un développement économique, touristique et aussi, bien évidemment, dans lequel les pêcheurs vont prendre une large part et une large responsabilité en matière de développement de loisirs pêche et du tourisme pêche dans cette vallée. Certaines personnes, dont des pêcheurs de carnassiers, sont contre la suppression des barrages qui signeraient la disparition des lacs artificiels de Vezin et La Roche-qui-Boit. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut maintenir un trou d'eau avec des poissons introduits, fussent-ils des carnassiers, et se réserver à une minorité qui peut pêcher en bateau, ou veut-on effectivement reconquérir cette vallée au bénéfice de la biodiversité et au bénéfice de tous les pêcheurs, et pas uniquement des pêcheurs de grands migrateurs, pour qu'effectivement les populations puissent s'y développer et faire que la pêche puisse s'exercer dans de très bonnes conditions. Vous avez vu cette dérive? Gaël Even le fera beaucoup mieux que moi. C'est le conseil de pêche. Donc, je vais vous présenter rapidement le matériel qu'on utilise pour pêcher au toc. On a besoin d'une canne à pêche relativement longue. Si on veut pas trop que ça colle, type canne au toc ou alors canne anglaise, ça fait parfaitement l'affaire. Pas mal d'anneaux un peu surélevés pour que ça glisse bien. On pêche souvent un peu léger. Alors en début de saison, on va pêcher un peu plus lourd. Mais c'est vrai que dans la saison, on va vraiment pêcher moins lourd. Donc une canne où le fil coulisse vraiment bien et qui ne colle pas du tout, c'est quand même grand confort. Un moulinet, c'est juste une réserve de fil, donc n'importe quel spinning peut convenir. Après, il y a des moulinets un peu spécifiques pour la pêche au toc là. Mais dans l'idée, tant qu'on a un moulinet, on le garnit avec du 16 ou du 18 centième fluo pour bien voir la ligne. Et avec ça, on peut partir à la pêche. Le conseil le plus simple au début là, tant que ce n'est pas des débits très particuliers, c'est de mettre la même taille de plomb. Et on part de l'hameçon là. On place le premier, donc là en début de saison, on le placera entre 5 et 10 cm maxi. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de pêcher au fond, donc le plomb, on le met très proche. Plus tard en saison, on va le remonter. Et on aura tendance à baisser la taille. Le suivant, plus j'aurai de courant, plus je vais le rapprocher pour éviter que mon lèche remonte trop vite. D'accord ? Sur des courants relativement réguliers, je vais le mettre à 2 ou 3 cm. Et ensuite, à chaque fois, je vais réduire par 2 l'écartement entre chaque plomb. Pour avoir une plombée plus ou moins progressive au niveau de l'écartement. Le but du jeu, ce sera que le premier plomb, évidemment, ait tendance à se faire emporter et que le haut de la plombée ait un peu plus de mal, comme c'est plus groupé, pour que le vert, en définitive, passe devant tous les plombs. Et donc, c'est le dernier plomb qui est censé passer proche du fond. C'est lui qui va nous indiquer si on est vraiment bien ou si, au contraire, on racle et au cas où, on va changer un peu la tension dans la ligne. Et c'est là où toute l'astuce d'une dérive va se jouer. Ça va être au pêcheur de tendre plus ou moins la ligne pour justement que ce plomb évolue très près du fond sans toutefois le racler sur toute la longueur. Donc ici j'ai 3 formes d'hameçon. J'ai un hameçon assez long, coudé, qui est vraiment spécifique pour le verre, avec une forme en S pour éviter que le verre descende dessus. Juste à côté, j'ai un hameçon de forme un peu plus standard où je pourrais mettre soit une grosse teigne, soit un petit verre de terreau. Et après, le plus petit là, c'est un hameçon qu'on réserve pour les pêches avec des larves, donc éphémères, porte-bois, voire des larves de perles dans les endroits où il y en a, qui est vraiment fait pour pêcher plus fin. Et après, ce qu'on va adapter, c'est en fonction des conditions et de la taille de l'hameçon et des éches, la taille du nylon qu'on va monter devant. C'est-à-dire qu'on peut pêcher au toc correctement entre du 12 et du 18 centièmes si vraiment on a des grosses truites et de l'eau très sale. Pour pêcher avec des gros vers, on pêchera en 18. Et on pourra pêcher 12 voire 10 centièmes si vraiment on a des eaux très très claires, des poissons qui se nourrissent de petites larves. On adapte toujours la taille de l'hameçon par rapport à l'èche qu'on utilise et non pas aux poissons qu'on compte prendre. Donc après, on choisit des vers de terreau plus ou moins gros, hein. Donc je saisis le verre de terreau du côté le plus sombre, la tête là, et je pars vraiment de la pointe de la tête.
Et j'essaye de faire aller mon hameçon le plus loin possible. Et je vais le faire monter correctement sur l'hameçon. L'intérêt, c'est que mon verre va être bien dans l'axe de la ligne. Ça va éviter qu'il tourne de trop, donc que je vrille la ligne, et en plus qu'il s'affaisse vraiment trop souvent sur l'hameçon. Donc l'indicateur là, il nous sert d'une à suivre l'évolution du fil, savoir à quelle profondeur on pêche, et à détecter les touches. Parce que les touches, c'est avant tout au niveau visuel qu'on les voit. On ne les ressent pas forcément dans la main. Donc l'indicateur, c'est important. Donc je fais un petit mouvement de balancier, et je vais poser mon verre en bordure de veine d'eau. Donc de préférence, on commence toujours par la veine d'eau qui est la plus proche de nous, pour allonger ensuite sur celle qui est le plus loin. Donc là, je tiens le fil dans ma main gauche, et c'est avec ça que je vais gérer la dérive. Donc là, c'était une truite, ça s'est bien arrêté. Donc on la laisse tourner tranquillement, et au moment où elle va se calmer, on va pouvoir la soulever en douceur. Donc voilà une jolie petite truite sauvage. Donc l'intérêt de faire à la touche avec des hameçons un peu fins, là on voit les piquer juste au bord là. Donc tu vas vraiment dans les petites peaux, je vais pas l'embêter trop. C'est vraiment piqué au bord. Donc je vais pouvoir la décrocher facilement et la remettre sans problème. La pêche au toc, c'est pas forcément une pêche ultra facile au début, il y a toujours moyen d'attraper des poissons. Par contre dès qu'on maîtrise un petit peu, il y a vraiment moyen de prendre vraiment du plaisir et beaucoup de poissons. Hop hop hop, et la carte de pêche là. Salut Emmanuel, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, dans ma poche elle est. Tu me la montres, non? Si tu veux. Je suis pas assez remontée. Non, par contre, Benjamin Laribi, qui est garde-pêche, lui, il va pouvoir nous donner des explications. On va aller le voir. Alors là, je viens inspecter un petit peu cette rivière là, qui est un parcours assez fréquenté à l'ouverture, voir s'il n'y a pas déjà quelques pêcheurs qui auraient voulu faire l'ouverture avant l'heure. On est sur un affluent d'une rivière assez réputée, la Varenne, et c'est un coin assez prisé. Mais là, jusqu'ici, il n'y a personne, donc c'est plutôt rassurant. Alors, un garde-pêche particulier, c'est notre statut, sauf que nous, donc, on est salariés de la fédération, mais on a également toute une patrouille, on va dire, au niveau du département de garde-pêche particulier. Donc ce sont des gardes qui ont suivi une formation spécifique qui leur permet à la fois d'avoir tout le volet juridique avec le bagage minimum de façon à bien connaître la loi, et également tout ce qui concerne le milieu aquatique, les espèces, les techniques de pêche, de façon à pouvoir intervenir auprès des pêcheurs avec des conseils et des orientations qui sont bien adaptées. Ça, c'est vraiment l'aspect halieutique. Mais on a également un regard aussi sur tout ce qui va être la vie du cours d'eau. On peut être tout à fait témoin d'une pollution, témoin de braconnage, de choses comme ça. Et c'est aussi notre rôle. À ce moment-là, on ne va pas forcément être habilité à verbaliser dans ce contexte-là, mais par contre, on va pouvoir se rapprocher d'organismes tels que l'ONEMA, qui va permettre justement d'éditer des rapports et de pouvoir donner suite à une procédure qui va être la verbalisation. Donc voilà, on est un petit peu le gardien des rivières également, tout en surveillant bien sûr les pêcheurs qui seraient amenés à venir parcourir ces rivières. Donc ces 34 gardes de pêche que l'on peut recenser sur le département, ils sont tous bénévoles. Et aujourd'hui, il y a quand même une grosse difficulté pour être présent sur l'ensemble du territoire malgré ces 34 gardes. Et bien souvent, on a des remarques des pêcheurs comme quoi ils ne sont jamais contrôlés ou très rarement, ou pas comme il faut aussi. Donc il faut savoir que c'est difficile d'avoir des gens à la fois compétents, des gens avenants, parce que c'est aussi le rôle d'un garde de pêche, de ne pas être là uniquement pour sanctionner ou réprimer. On est là aussi pour conseiller, pouvoir orienter les pêcheurs. Et donc sur un département comme l'Orne qui compte quand même pas moins de 5000 km de cours d'eau, 34 gardes, on est tout de suite peu pour la superficie. Et c'est vrai que ça montre les limites un petit peu de cette fonction de garde-pêche particulier.
Donc demain, jour de l'ouverture, samedi 14 mars, ça va être un rendez-vous qui n'est à ne pas manquer, hein, que ce soit pour les pêcheurs comme pour les gardes de pêche particuliers. Alors on sait pertinemment que la majorité des pêcheurs, le jour de l'ouverture, sont en règle. Ce sont souvent des pêcheurs qui ont acquitté de leur carte et qui souvent quand même respectent la réglementation en vigueur. Mais c'est important aussi aux gardes d'être présents, de montrer que ce sont eux les gardiens un petit peu des rivières de la PPMA et donc de pouvoir aussi se présenter aux pêcheurs qui viennent fréquenter les parcours. Il y a tellement de nouveautés pour pêcher la truite au leurre que je ne sais pas quoi choisir. On va aller revoir Guy Ritchie, le gérant de Normandie Pêche, qui va nous donner son coup de cœur. Alors, je vais vous présenter un nouveau petit leurre qui est sorti cette année, qui va être intéressant quand on a des eaux fortes. C'est un petit Doras, c'est un petit leurre qui est très court et très dense et qui va permettre d'aller pêcher les pieds de chute d'eau très rapidement quand il y a des niveaux d'eau relativement élevés, quoi. Et maintenant, c'est la question qui fâche, la question qui tue, c'est la question du pêcheur. On est obligé de déclarer les captures de salmonidés migrateurs de manière à pouvoir gérer les stocks et le prélèvement sur ces espèces qui sont en difficulté, en particulier le saumon, en raison de l'état des milieux, de la réduction des débits, du réchauffement climatique éventuellement et des captures qui pourraient être réalisées sur d'autres zones de pêche. Pour déclarer les captures, le pêcheur doit se procurer avec sa carte de pêche une CPMA migrateur. Avec cette CPMA migrateur, lui sera remis ce qu'on appelle un assortiment de déclarations de capture dans lesquels il y a plusieurs éléments qui permettent la déclaration et toutes les explications nécessaires. Ces déclarations sont toutes compilées dans une base de données qui permet de connaître les prélèvements en ligne directe. Ces prélèvements permettent pour le saumon d'interrompre éventuellement la pêche si on voit que les prélèvements vont au-delà de ce que peut supporter le stock de manière à rester pérenne et fonctionnel. Et en attendant de nous retrouver pour le 3e numéro de Génération Pêche au mois de mai, voici quelques dates à retenir. Salon de la chasse et de la pêche à Troyes les 24, 25 et 26 avril. Ouverture de la pêche du brochet en seconde catégorie le 1er mai. Championnat de pêche de France de pêche en flotte tube sur le lac d'Orient dans l'Aube les 23 et 24 mai prochains. Cette compétition sera ouverte à tous par l'acquisition de licences journalières. Journée nature junior avec la Fédération départementale de la pêche et de la chasse du Maine-et-Loire le dimanche 14 juin à Bushman de 10h à 13h pour sa 6e édition. C'est gratuit. Renseignements auprès de la Fédération du Maine-et-Loire sur leur site internet www.faitdespêches49.fr. Et en attendant, on n'oublie pas la FNPF est sur Facebook et sur Twitter. Et un dernier petit clin d'œil à un site où vous pouvez inscrire votre concours et retrouver tous les concours de pêche sur le site concours-pêche.com. Et oui, la pêche, c'est aussi un moment de partage et de convivialité. Je dis d'ailleurs merci à Gaël et David de nous avoir conviés pour cette ouverture de la pêche à la truite dans l'Orne. Et c'est la fin de cette émission, on se revoit au mois de mai. Allez, ciao ciao. Ciao. Salut.